Spinoza révèle le fil caché qui unit juifs, hébreux et israélites. Introduction. Marquante, imaginez un instant. Vous êtes dans une petite maison d'Amsterdam en 1656 et vous entendez les échos d'une excommunication qui va changer à jamais l'histoire de la philosophie. Un jeune homme de 23 ans, polisseur de lentilles de son métier, vient d'être banni de sa communauté pour avoir osé questionner des vérités millénaires. Mais qui était vraiment cet homme? Et pourquoi ces idées continuent-elles de nous fasciner aujourd'hui? Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient nos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette incroyable révélation philosophique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. J'adore découvrir notre communauté internationale. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit coup de pouce vers le haut m'aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes passionnées comme vous. Baruch Spinoza. Ce nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'un révolutionnaire de la pensée. Mais saviez-vous qu'avant d'être Benedictus Spinoza, il était Baruch Spinoza, membre d'une communauté juive séfarade qui avait fui les persécutions de l'Inquisition espagnole? Cette double identité n'est pas anodine, car c'est précisément cette expérience de l'entre-deux qui lui permettra de développer une vision révolutionnaire sur ce qui unit réellement les Hébreux, les Israélites et les Juifs à travers l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment ce philosophe génial a identifié le fil invisible qui traverse plus de 3 millénaires d'histoire. Un fil qui n'est ni purement religieux, ni simplement ethnique, mais quelque chose de bien plus profond et complexe. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'identité. La tradition et la continuité historique est le philosophe exilé et sa révélation. Pourquoi? Commence-t-on toujours l'histoire de Spinoza par son excommunication? Peut-être parce que c'est à ce moment précis que naît vraiment le philosophe que nous connaissons. Mais pour comprendre la profondeur de sa révélation sur l'identité juive, il faut d'abord plonger dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, cette ville extraordinaire qui était devenue le refuge de tant d'âmes en quête de liberté. L'Amsterdam de 1656 n'était pas une ville comme les autres. Imaginez des rues où se croisent des marchands venus des 4 coins du monde, où les idées circulent aussi librement que les marchandises, où la tolérance religieuse, relative mais réelle pour l'époque, permet à différentes communautés de coexister. C'est dans ce bouillonnement intellectuel que grandit notre jeune Baruch, fils de Michael et Spinoza, marchand prospère de la communauté séfarade. Mais qu'est-ce qui rend cette communauté séfarade si particulière? Pour le comprendre, il faut remonter le cours de l'histoire jusqu'en 1492, année fatidique de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Pouvez-vous imaginer l'arrachement? Des familles entières qui avaient vécu sur la péninsule ibérique pendant des siècles, qui parlaient ladino, qui avaient développé une culture judéo-espagnole unique, se retrouvent soudain contraintes à l'exil. Certains choisissent la conversion forcée pour rester, devenant ces maranes ou nouveaux chrétiens qui pratiquent secrètement leur foi ancestrale. D'autres prennent la route de l'exil, emportant avec eux leurs traditions, leurs livres, leurs souvenirs. Parmi ces exilés, beaucoup trouvent refuge aux Pays-Bas, et particulièrement à Amsterdam. Mais attention, ils n'arrivent pas en gardant intact leur judaïsme traditionnel. Non, ils arrivent marqués par des décennies, parfois des siècles, de crypto-judaïsme, de pratiques clandestines, d'adaptations forcées. Ils ont dû réinventer leur façon d'être juifs, développer de nouvelles stratégies de transmission, créer de nouvelles formes de solidarité communautaire. C'est dans ce contexte que naît Baruch Spinoza en 1602. Il grandit donc dans une communauté qui a déjà fait l'expérience de la transformation identitaire, qui sait ce que signifie adapter sa tradition aux circonstances historiques tout en préservant son essence. N'est-ce pas fascinant de penser que c'est précisément cette expérience communautaire qui va nourrir sa réflexion philosophique sur l'identité? Le jeune Baruch reçoit une éducation traditionnelle dans l'école de la communauté, le Talmud Torah. Il étudie l'hébreu, l'araméen, les textes sacrés, la philosophie médiévale juive.
Ses maîtres remarquent rapidement son intelligence exceptionnelle. Mais ils remarquent aussi autre chose, une tendance à poser des questions embarrassantes, à pousser le raisonnement jusqu'à des conclusions qui dérangent. Que se passe-t-il exactement dans l'esprit du jeune Spinoza? Il découvre les œuvres de Maïmonide, ce grand philosophe juif du XIIe siècle qui avait déjà tenté de concilier raison et foi. Il lit Thomas d'Aquin, découvre Descartes, se passionne pour les nouvelles méthodes scientifiques. Et surtout, il commence à appliquer la méthode cartésienne du doute méthodique à ses propres croyances religieuses. Imaginez le choc. Voilà un jeune homme élevé dans une communauté qui a survécu grâce à la préservation jalouse de ses traditions et qui commence à soumettre ces mêmes traditions à l'examen critique de la raison. Mais attention, Spinoza ne rejette pas en bloc l'héritage juif. Au contraire, il va développer une compréhension radicalement nouvelle de ce que signifie être juif à travers l'histoire. C'est là que commence sa géniale intuition sur le fil caché qui unit Hébreux, Israélites et Juifs. Car Spinoza se rend compte que ces trois termes ne désignent pas la même réalité historique et sociale. Ils correspondent à trois moments distincts d'une évolution identitaire complexe. Trois façons différentes de répondre aux défis de l'histoire, tout en préservant une continuité essentielle. Mais cette intuition va lui coûter cher. En 1156, les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam prononcent contre lui un hérem, une excommunication d'une violence inouïe. Écoutez plutôt ces mots terrifiants. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que l'Éternel allume contre cet homme toute sa colère et qu'il fasse tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza a osé dire que la Torah n'était pas dictée mot pour mot par Dieu à Moïse, qu'elle était le produit d'une rédaction humaine étalée sur plusieurs siècles. Il a osé suggérer que les lois rituelles n'avaient pas de valeur éternelle, mais servaient simplement à maintenir la cohésion du peuple hébreu dans des circonstances historiques particulières. Il a osé affirmer que l'âme n'était pas immortelle au sens traditionnel du terme, mais surtout, et c'est là le plus grave aux yeux de ses contemporains, il a commencé à développer une vision de l'identité juive qui ne dépend plus de l'observance religieuse traditionnelle. Pour Spinoza, être juif, c'est participer à une continuité historique et culturelle qui transcende les formes particulières de la pratique religieuse. L'excommunication fait de Spinoza un homme libre, mais aussi un homme seul. Il change son prénom hébraïque Baruch en Benedictus, la traduction latine qui signifie également béni. Symboliquement, il passe d'une identité hébraïque à une identité universelle, tout en gardant le sens profond de son nom. N'est-ce pas là déjà un exemple de ce fil caché qu'il va théoriser, la capacité de transformer la forme tout en préservant l'essence? Installé dans une modeste maison de la banlieue de La Haye, vivant du polissage de lentilles optiques, métier qu'il a choisi symboliquement puisqu'il permet de mieux voir la réalité, Spinoza va développer son système philosophique. Et au cœur de ce système, il y aura cette intuition fondamentale sur la nature de l'identité collective et sa transformation à travers l'histoire. Hébreu, aux sources de l'identité mais. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple devient un peuple? Cette question hante Spinoza lorsqu'il se penche sur l'histoire des Hébreux. Car voyez-vous, pour notre philosophe, le terme hébreu n'est pas simplement un synonyme de juif. Il désigne une réalité historique et sociologique bien particulière, la première étape de cette longue aventure identitaire qui nous mène jusqu'à nos jours. Quand Spinoza parle des Hébreux, il pense d'abord à ces tribus nomades qui émergent dans l'histoire vers le 2e millénaire avant notre ère. Mais attention, il ne s'intéresse pas tant à la dimension religieuse qu'à la dimension politique et sociale de leur organisation. Car pour lui, ce qui caractérise les Hébreux, c'est d'abord et avant tout une forme particulière d'organisation politique, la théocratie. Imaginez la scène, des tribus nomades dans le désert du Sinaï, sans roi, sans noblesse héréditaire, sans caste sacerdotale toute puissante. Comment ces groupes disparates vont-ils s'unifier en un peuple cohérent?
C'est ici que Spinoza révèle toute sa modernité, car au lieu de s'arrêter à l'explication miraculeuse traditionnelle, il analyse froidement les mécanismes sociologiques et politiques qui ont permis cette unification. La genèse du système théocratique hébraïque, selon Spinoza, est un chef-d'œuvre de génie politique. Moïse, qu'il considère comme un leader exceptionnel plutôt que comme un simple prophète, a compris intuitivement ce que les sociologues modernes appelleront bien plus tard les mécanismes de construction nationale. Comment transforme-t-on une collection de tribus en un peuple uni, en leur donnant une loi commune, une origine commune, un destin commun? Mais voyez comme Spinoza est subtil dans son analyse. Il ne nie pas l'importance de la dimension religieuse, mais il la remet dans son contexte fonctionnel. La loi mosaïque n'est pas seulement un code religieux, c'est d'abord et avant tout une constitution politique. Chaque prescription rituelle, chaque interdit alimentaire, chaque règle de pureté a une fonction sociale précise: maintenir la cohésion du groupe, préserver son identité face aux peuples environnants, organiser la vie collective. Prenons l'exemple de la circoncision, ce rite que Spinoza analyse avec un regard quasi anthropologique. Pourquoi les Hébreux ont-ils adopté cette pratique? Pas simplement par obéissance à un commandement divin, mais parce qu'elle crée un marqueur identitaire indélébile. Un homme circoncis porte sur son corps la marque de son appartenance au peuple hébreu. Il ne peut plus faire marche arrière, il ne peut plus se fondre complètement dans un autre peuple. La circoncision est donc un génial mécanisme de préservation de l'identité collective. Mais ce qui fascine le plus Spinoza dans l'organisation hébraïque, c'est sa dimension démocratique révolutionnaire. Car pensez-y, dans un monde antique dominé par les pharaons, les rois et les empereurs, voilà un peuple qui se donne pour seul souverain un Dieu invisible. Quelle audace politique! En refusant la royauté humaine, les Hébreux créent en fait la première forme de démocratie théorique de l'histoire. Certes, cette démocratie reste théorique puisque Dieu ne gouverne pas directement. Mais justement, c'est là que réside le génie du système mosaïque. En l'absence de roi terrestre, le pouvoir est distribué entre différentes instances. Les juges pour les affaires juridiques, les prêtres pour les affaires rituelles, les prophètes pour l'interprétation de la volonté divine, les anciens pour les décisions collectives. Aucune instance ne peut prétendre détenir seule la légitimité absolue. Cette analyse spinozienne de la théocratie hébraïque est révolutionnaire pour son époque. Elle annonce les théories contractualistes modernes sur l'origine des sociétés politiques. Car pour Spinoza, le peuple hébreu ne naît pas d'un miracle divin, mais d'un contrat social implicite entre des individus qui décident de s'unir sous une loi commune pour mieux assurer leur survie et leur prospérité collective. Mais alors, que devient la notion d'élection divine, si chère à la tradition juive? Spinoza ne la rejette pas brutalement, mais il la réinterprète dans des termes purement naturels et historiques. Si les Hébreux sont élus, c'est au sens où ils ont su développer un système politique et social particulièrement adapté à leurs circonstances historiques. Leur élection n'est pas métaphysique, elle est sociologique. Cette réinterprétation naturaliste de l'élection hébraïque permet à Spinoza de résoudre un paradoxe théologique majeur. Comment concilier l'universalité de la justice divine avec le particularisme de l'élection d'Israël? Tout simplement en montrant que cette élection ne concerne que l'organisation politique temporaire d'un peuple donné dans des circonstances historiques données. Les lois morales universelles, ne pas tuer, ne pas voler, aimer son prochain, s'appliquent à tous les peuples. Seules les lois cérémonielles et civiles étaient spécifiques aux Hébreux et adaptées à leur situation particulière. Voyez comme cette analyse éclaire d'un jour nouveau l'histoire hébraïque. Les victoires militaires de Josué, la prospérité de l'époque de Salomon, l'efficacité de l'organisation tribale, tout cela s'explique non pas par des interventions miraculeuses, mais par la supériorité temporaire du système politique et social hébreu sur celui des peuples environnants. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que ce système théocratique hébraïque contenait en lui-même les germes de sa propre transformation. Car qu'est-ce qui caractérise fondamentalement l'organisation hébraïque?
Sa capacité d'adaptation. Face au nomadisme du désert, les Hébreux développent une religion portable, centrée sur l'Arche d'Alliance plutôt que sur des temples fixes. Face au défi de la sédentarisation en Canaan, ils adaptent leur droit pastoral aux réalités agricoles. Face à la pression militaire des peuples environnants, ils évoluent vers des formes d'organisation plus centralisées. Cette capacité d'adaptation constante, c'est précisément ce que Spinoza identifie comme le fil caché qui traverse toute l'histoire de ce peuple. Les Hébreux ne survivent pas parce qu'ils restent identiques à eux-mêmes, mais parce qu'ils savent transformer leur structure tout en préservant leur identité essentielle. L'analyse spinozienne nous révèle donc que l'identité hébraïque n'est pas une essence figée, mais un processus dynamique d'adaptation créative aux défis de l'histoire. Cette découverte va bouleverser sa compréhension des transformations ultérieures de cette identité à travers les figures de l'Israélite et du Juif israélite. La dimension politique perd du mais. Que se passe-t-il quand un peuple nomade se sédentarise? Quand des tribus errantes deviennent un royaume? C'est exactement la transformation fascinante qu'analyse Spinoza lorsqu'il étudie le passage des Hébreux aux Israélites. Et croyez-moi, cette transformation va révéler des aspects cruciaux de ce fameux fil caché qui unit ces identités à travers les siècles. Pour comprendre la révolution que représente l'émergence de l'identité israélite, il faut d'abord saisir ce qui change fondamentalement dans l'organisation de ce peuple vers l'an 1000 avant notre ère. Imaginez, après des siècles d'organisation tribale, de leadership charismatique des juges, de démocratie théorique sous l'autorité divine, voilà que le peuple demande un roi. « Donne-nous un roi pour nous gouverner comme toutes les nations », disent-ils au prophète Samuel. Cette demande royale n'est pas anodine aux yeux de Spinoza. Elle révèle une transformation profonde de la conscience collective. Le peuple hébreu, qui avait fait de l'absence de roi terrestre sa spécificité politique, accepte désormais de se normaliser, de ressembler à toutes les nations. Mais attention, Spinoza ne voit pas dans cette évolution une décadence ou une trahison des idéaux originels. Au contraire, il y voit une adaptation naturelle et nécessaire aux nouvelles réalités géopolitiques. Car voyez-vous, les défis auxquels font face les tribus hébraïques vers l'an 1000 ne sont plus les mêmes qu'à l'époque de Moïse. Il ne s'agit plus de survivre dans le désert ou de conquérir une terre promise. Il s'agit maintenant de consolider un territoire, de résister à des empires puissants comme l'Égypte ou la Syrie, de développer le commerce et l'agriculture, de gérer des populations sédentaires de plus en plus nombreuses et complexes. L'organisation tribale, si efficace à l'époque nomade, montre ses limites face à ces nouveaux défis. Les juges charismatiques ne peuvent plus assurer la continuité institutionnelle nécessaire. Les décisions collectives deviennent trop lentes pour répondre aux urgences militaires. La coordination entre tribus dispersées sur un vaste territoire devient problématique. Bref, la théocratie originelle doit évoluer ou disparaître. C'est ici que Spinoza révèle toute sa modernité sociologique. Car au lieu de déplorer cette évolution comme une dégradation spirituelle, il l'analyse comme une adaptation rationnelle aux contraintes de l'environnement historique. Le passage à la monarchie n'est pas une trahison de l'identité hébraïque. C'est sa transformation nécessaire pour assurer sa survie dans de nouvelles circonstances. Mais alors, qu'est-ce qui caractérise spécifiquement cette nouvelle identité israélite? D'abord et avant tout, l'émergence d'une conscience nationale territoriale. Les Israélites ne sont plus simplement les descendants d'Abraham unis par une loi commune. Ils deviennent les habitants d'un royaume unifié, le royaume d'Israël. Cette territorialisation de l'identité va avoir des conséquences majeures sur tous les aspects de la vie collective. Prenez l'exemple de la religion. À l'époque hébraïque nomade, le culte était centré sur l'Arche d'Alliance, cet objet portable qui accompagnait les tribus dans leurs déplacements. Mais une fois le royaume établi, que fait Salomon? Il construit le temple de Jérusalem, ce monument fixe qui devient le centre unique et permanent de la vie religieuse israélite.
Cette centralisation cultuelle n'est pas qu'une innovation architecturale, c'est une révolution politique. En concentrant le culte à Jérusalem, la monarchie israélite unifie symboliquement toutes les tribus autour d'un centre commun. Elle transforme la religion hébraïque décentralisée en religion d'État centralisée. Désormais, être israélite, c'est non seulement descendre d'Abraham et observer la loi mosaïque, c'est aussi reconnaître Jérusalem comme capitale religieuse et politique. Spinoza analyse avec une précision remarquable cette transformation de la conscience collective. Car voyez comme l'identité se complexifie. L'Israélite de l'époque de Salomon n'est plus seulement défini par sa généalogie, comme l'hébreu nomade, mais aussi par sa citoyenneté. Il appartient à un territoire, à un État, à une organisation politique sophistiquée, avec sa bureaucratie, son armée, sa diplomatie, ses alliances internationales. Cette étatisation de l'identité va permettre l'épanouissement d'une civilisation brillante. L'époque de Salomon voit naître une littérature hébraïque raffinée, une architecture monumentale, un art décoratif sophistiqué, un commerce international florissant. Les Israélites ne sont plus seulement les gardiens d'une loi ancienne. Ils deviennent les créateurs d'une culture originale qui rayonne sur tout le Proche-Orient. Mais cette réussite même va créer de nouvelles tensions. Car comment concilier l'universalisme moral de la tradition hébraïque avec les exigences particulières de la raison d'État? Comment maintenir la pureté de la loi mosaïque tout en négociant des alliances avec des peuples païens? Comment préserver l'égalité théorique de tous les membres du peuple élu tout en développant une société de classe avec ses riches et ses pauvres, ses nobles et ses roturiers? Ces contradictions internes du royaume israélite fascinent Spinoza. Il y voit les symptômes d'une tension fondamentale entre deux logiques identitaires, la logique religieuse hébraïque, qui tend vers l'universalisme moral et l'égalité théocratique, et la logique politique israélite, qui tend vers le particularisme national et la hiérarchisation sociale. Cette tension va d'ailleurs exploser avec le schisme qui divise le royaume unifié de Salomon en deux entités rivales, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Pour Spinoza, cette division révèle l'instabilité structurelle de la synthèse israélite. En voulant concilier l'héritage hébraïque et les exigences de l'État moderne, les Israélites ont créé un équilibre fragile qui ne pouvait durer. L'analyse spinozienne de cette période est prophétique, car elle annonce déjà la catastrophe qui va mettre fin à l'expérience politique israélite, la destruction des deux royaumes et l'exil des populations. En 722, le royaume d'Israël tombe sous les coups de la Syrie. En 587, le royaume de Juda succombe face à Babylone. Le temple de Jérusalem est détruit, l'élite déportée, la continuité étatique brisée. Cette catastrophe politique marque la fin de l'identité israélite proprement dite. Car être israélite, c'était fondamentalement être citoyen d'un royaume, habitant d'un territoire, fidèle d'un temple. Une fois ces structures détruites, l'identité israélite ne peut plus exister sous sa forme originelle. Elle doit se transformer ou disparaître. Mais voici où le génie de l'analyse spinozienne apparaît dans toute sa profondeur. Car au lieu de voir dans cette catastrophe la fin de l'aventure identitaire de ce peuple, il y voit le début d'une nouvelle transformation, plus radicale encore que les précédentes. L'exil babylonien ne va pas détruire l'identité collective des descendants d'Abraham. Il va la forcer à se réinventer sous une forme encore inédite, l'identité juive. Cette transformation de l'Israélite en juif va révéler une fois de plus cette capacité d'adaptation créative que Spinoza identifie comme le véritable secret de la continuité historique de ce peuple. Car les exilés de Babylone vont devoir apprendre à être un peuple sans État, une nation sans territoire, une communauté religieuse sans temple. Défi apparemment impossible, que pourtant ils vont relever avec un succès historique sans précédent. Juifs. La réinvention dans la diaspora. Imaginez un instant la situation dramatique des exilés de Babylone en 587 avant notre ère. Arrachés à leurs terres, privés de leur temple, séparés de leurs institutions,
comment ces anciens Israélites vont-ils pouvoir maintenir leur identité collective? C'est ici que se révèle, selon Spinoza, la plus extraordinaire transformation identitaire de toute l'histoire humaine, la naissance du juif moderne. Mais attention, cette naissance n'est pas spontanée. Elle va s'étaler sur plusieurs siècles et révéler des mécanismes sociologiques d'une complexité fascinante. Car voyez-vous, le défi que doivent relever les exilés est inédit dans l'histoire. Comment rester un peuple uni sans territoire commun? Comment maintenir une identité nationale sans structure politique? Comment préserver une religion sans son centre cultuel principal? La réponse va venir progressivement et elle va révolutionner la nature même de l'identité collective. Car les exilés vont inventer quelque chose de totalement nouveau, une identité portable, détachée du territoire et de l'État, centrée sur la loi écrite et la mémoire collective. Spinoza analyse ce processus avec la précision d'un sociologue moderne. Le premier mécanisme de cette transformation, c'est la sacralisation de l'écrit. Privés du temple où se déroulaient les sacrifices, les exilés vont développer un nouveau type de culte centré sur la lecture et l'interprétation des textes sacrés. La Torah ne va plus seulement être un livre de loi, elle va devenir le substitut portable du temple détruit. Cette révolution religieuse a des conséquences identitaires majeures. Car désormais, être juif, terme qui dérive de judéen, c'est-à-dire habitant du royaume de Juda, ne dépend plus de la naissance sur un territoire ou de l'appartenance à une structure politique. Être juif, c'est connaître et observer la loi écrite, participer à sa transmission et à son interprétation. L'identité devient intellectuelle et spirituelle, plutôt que territoriale et politique. Mais cette transformation ne se limite pas au domaine religieux. Elle s'accompagne d'une révolution sociale tout aussi importante. Car privés des structures politiques traditionnelles, rois, prêtres du temple, administration territoriale, les Juifs de la diaspora vont développer de nouvelles formes d'auto-organisation communautaire. Voyez comme c'est génial. La place des anciens chefs politiques, émergeant de nouveaux leaders, les scribes et les sages, qui tirent leur autorité non plus de leur lignage ou de leur position officielle, mais de leur connaissance des textes sacrés. À la place des anciens tribunaux royaux se développent des cours rabbiniques qui appliquent la loi mosaïque aux situations nouvelles de l'exil. À la place de l'ancien culte sacrificiel, naît une liturgie de la parole centrée sur la prière et l'étude. Cette institutionnalisation de l'identité juive diasporique fascine Spinoza, car elle révèle une capacité d'innovation institutionnelle remarquable. Les Juifs exilés ne se contentent pas de préserver passivement leur héritage, ils le transforment activement pour l'adapter à leurs nouvelles circonstances. Ils inventent la synagogue, littéralement assemblée, institution révolutionnaire qui combine les fonctions de temple, d'école et de tribunal. Ils développent une nouvelle classe dirigeante, les rabbins qui cumulent les rôles de prêtres, de juges et de professeurs. Mais surtout, ils créent quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire, une identité collective transnationale. Car voyez-vous, contrairement aux autres peuples antiques dont l'identité était liée à un territoire précis, les Juifs de la diaspora développent une identité qui transcende les frontières politiques. Un Juif de Babylone, un Juif d'Alexandrie, un Juif de Rome peuvent se reconnaître comme membres d'une même communauté malgré leurs différences linguistiques, culturelles et politiques. Cette transnationalisation de l'identité juive va avoir des conséquences historiques majeures. Elle va permettre la création de réseaux commerciaux, intellectuels et religieux qui s'étendent sur tout le bassin méditerranéen et au-delà. Elle va favoriser les échanges culturels et la diffusion des idées. Elle va créer une forme inédite de cosmopolitisme enraciné. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette analyse sociologique. Il va plus loin en identifiant les mécanismes psychologiques et sociaux qui permettent la perpétuation de cette identité diasporique. Car la question cruciale est bien celle-ci. Qu'est-ce qui empêche les communautés juives dispersées de se dissoudre progressivement dans les populations environnantes? La réponse de Spinoza est d'une modernité saisissante. Les Juifs
se maintiennent comme peuple distinct, non pas malgré les persécutions qu'ils subissent, mais en partie à cause de ces persécutions. Car voyez comme c'est paradoxal, l'hostilité des autres peuples, qui devrait logiquement affaiblir l'identité juive, contribue en réalité à la renforcer. Pour comprendre la révolution que représente l'émergence de l'identité israélite, il faut d'abord saisir ce qui change fondamentalement dans l'organisation de ce peuple vers l'an 1000 avant notre ère. Imaginez, après des siècles d'organisation tribale, de leadership charismatique des juges, de démocratie théorique sous l'autorité divine, voilà que le peuple demande un roi. Donne-nous un roi pour nous gouverner comme toutes les nations, disent-ils au prophète Samuel. Cette demande royale n'est pas anodine aux yeux de Spinoza. Elle révèle une transformation profonde de la conscience collective. Le peuple hébreu, qui avait fait de l'absence de roi terrestre sa spécificité politique, accepte désormais de se normaliser, de ressembler à toutes les nations. Mais attention, Spinoza ne voit pas dans cette évolution une décadence ou une trahison des idéaux originels. Au contraire, il y voit une adaptation naturelle et nécessaire aux nouvelles réalités géopolitiques. Car, voyez-vous, les défis auxquels font face les tribus hébraïques vers l'an 1000 ne sont plus les mêmes qu'à l'époque de Moïse. Il ne s'agit plus de survivre dans le désert ou de conquérir une terre promise. Il s'agit maintenant de consolider un territoire, de résister à des empires puissants comme l'Égypte ou l'Assyrie, de développer le commerce et l'agriculture, de gérer des populations sédentaires de plus en plus nombreuses et complexes. L'organisation tribale, si efficace à l'époque nomade, montre ses limites face à ces nouveaux défis. Les juges charismatiques ne peuvent plus assurer la continuité institutionnelle nécessaire. Les décisions collectives deviennent trop lentes pour répondre aux urgences militaires. La coordination entre tribus dispersées sur un vaste territoire devient problématique. Bref, la théocratie originelle doit évoluer ou disparaître. C'est ici que Spinoza révèle toute sa modernité sociologique. Car au lieu de déplorer cette évolution comme une dégradation spirituelle, il l'analyse comme une adaptation rationnelle aux contraintes de l'environnement historique. Le passage à la monarchie n'est pas une trahison de l'identité hébraïque. C'est sa transformation nécessaire pour assurer sa survie dans de nouvelles circonstances. Mais alors, qu'est-ce qui caractérise spécifiquement cette nouvelle identité israélite? D'abord et avant tout, l'émergence d'une conscience nationale territoriale. Les Israélites ne sont plus simplement les descendants d'Abraham unis par une loi commune. Ils deviennent les habitants d'un royaume unifié, le royaume d'Israël. Cette territorialisation de l'identité va avoir des conséquences majeures sur tous les aspects de la vie collective. Prenez l'exemple de la religion. À l'époque hébraïque nomade, le culte était centré sur l'Arche d'Alliance, cet objet portable qui accompagnait les tribus dans leurs déplacements. Mais une fois le royaume établi, que fait Salomon? Il construit le temple de Jérusalem, ce monument fixe qui devient le centre unique et permanent de la vie religieuse israélite. Cette centralisation cultuelle n'est pas qu'une innovation architecturale, c'est une révolution politique. En concentrant le culte à Jérusalem, la monarchie israélite unifie symboliquement toutes les tribus autour d'un centre commun. Elle transforme la religion hébraïque décentralisée en religion d'État centralisée. Désormais, être israélite, c'est non seulement descendre d'Abraham et observer la loi mosaïque, c'est aussi reconnaître Jérusalem comme capitale religieuse et politique. Spinoza analyse avec une précision remarquable cette transformation de la conscience collective. Car voyez comme l'identité se complexifie. L'Israélite de l'époque de Salomon n'est plus seulement défini par sa généalogie, comme l'hébreu nomade, mais aussi par sa citoyenneté. Il appartient à un territoire, à un État, à une organisation politique sophistiquée avec sa bureaucratie, son armée, sa diplomatie, ses alliances internationales. Cette étatisation de l'identité va permettre l'épanouissement d'une civilisation brillante. L'époque de Salomon voit naître une littérature hébraïque raffinée, une architecture monumentale, un art décoratif sophistiqué, un commerce international florissant. Les Israélites ne sont plus seulement les gardiens d'une loi ancienne.
Ils deviennent les créateurs d'une culture originale qui rayonne sur tout le Proche-Orient. Mais cette réussite même va créer de nouvelles tensions. Car comment concilier l'universalisme moral de la tradition hébraïque avec les exigences particulières de la raison d'État? Comment maintenir la pureté de la loi mosaïque tout en négociant des alliances avec des peuples païens? Comment préserver l'égalité théorique de tous les membres du peuple élu tout en développant une société de classe avec ses riches et ses pauvres, ses nobles et ses roturiers? Ces contradictions internes du royaume israélite fascinent Spinoza. Il y voit les symptômes d'une tension fondamentale entre deux logiques identitaires, la logique religieuse hébraïque, qui tend vers l'universalisme moral et l'égalité théocratique, et la logique politique israélite, qui tend vers le particularisme national et la hiérarchisation sociale. Cette tension va d'ailleurs exploser avec le schisme qui divise le royaume unifié de Salomon en deux entités rivales, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Pour Spinoza, cette division révèle l'instabilité structurelle de la synthèse israélite. En voulant concilier l'héritage hébraïque et les exigences de l'État moderne, les Israélites ont créé un équilibre fragile qui ne pouvait durer. L'analyse spinozienne de cette période est prophétique, car elle annonce déjà la catastrophe qui va mettre fin à l'expérience politique israélite, la destruction des deux royaumes et l'exil des populations. En 722, le royaume d'Israël tombe sous les coups de l'Assyrie. En 587, le royaume de Juda succombe face à Babylone. Le temple de Jérusalem est détruit, l'élite déportée, la continuité étatique brisée. Cette catastrophe politique marque la fin de l'identité israélite proprement dite. Car être israélite, c'était fondamentalement être citoyen d'un royaume, habitant d'un territoire, fidèle d'un temple. Une fois ces structures détruites, l'identité israélite ne peut plus exister sous sa forme originelle. Elle doit se transformer ou disparaître. Mais voici où le génie de l'analyse spinozienne apparaît dans toute sa profondeur. Car au lieu de voir dans cette catastrophe la fin de l'aventure identitaire de ce peuple, il y voit le début d'une nouvelle transformation, plus radicale encore que les précédentes. L'exil babylonien ne va pas détruire l'identité collective des descendants d'Abraham. Il va la forcer à se réinventer sous une forme encore inédite, l'identité juive. Cette transformation de l'Israélite en juif va révéler une fois de plus cette capacité d'adaptation créative que Spinoza identifie comme le véritable secret de la continuité historique de ce peuple. Car les exilés de Babylone vont devoir apprendre à être un peuple sans État, une nation sans territoire, une communauté religieuse sans temple. Défi apparemment impossible, que pourtant ils vont relever avec un succès historique sans précédent. Juifs, la réinvention dans la diaspora. Imaginez un instant la situation dramatique des exilés de Babylone en 587 avant notre ère. Arrachés à leurs terres, privés de leurs temples, séparés de leurs institutions, comment ces anciens Israélites vont-ils pouvoir maintenir leur identité collective? C'est ici que se révèle, selon Spinoza, la plus extraordinaire transformation identitaire de toute l'histoire humaine, la naissance du Juif moderne. Mais attention, cette naissance n'est pas spontanée. Elle va s'étaler sur plusieurs siècles et révéler des mécanismes sociologiques d'une complexité fascinante. Car voyez-vous, le défi que doivent relever les exilés est inédit dans l'histoire. Comment rester un peuple uni sans territoire commun? Comment maintenir une identité nationale sans structure politique? Comment préserver une religion sans son centre cultuel principal? La réponse va venir progressivement et elle va révolutionner la nature même de l'identité collective. Car les exilés vont inventer quelque chose de totalement nouveau, une identité portable, détachée du territoire et de l'État, centrée sur la loi écrite et la mémoire collective. Spinoza analyse ce processus avec la précision d'un sociologue moderne. Le premier mécanisme de cette transformation, c'est la sacralisation de l'écrit. Privés du temple où se déroulaient les sacrifices, les exilés vont développer un nouveau type de culte centré sur la lecture et l'interprétation des textes sacrés. La Torah ne va plus seulement être un livre de loi,
Elle va devenir le substitut portable du temple détruit. Cette révolution religieuse a des conséquences identitaires majeures. Car désormais, être juif, terme qui dérive de judéen, c'est-à-dire habitant du royaume de Juda, ne dépend plus de la naissance sur un territoire ou de l'appartenance à une structure politique. Être juif, c'est connaître et observer la loi écrite, participer à sa transmission et à son interprétation. L'identité devient intellectuelle et spirituelle plutôt que territoriale et politique. Mais cette transformation ne se limite pas au domaine religieux. Elle s'accompagne d'une révolution sociale tout aussi importante. Car privés des structures politiques traditionnelles, rois, prêtres du temple, administration territoriale, les Juifs de la diaspora vont développer de nouvelles formes d'auto-organisation communautaire. Pour comprendre la révolution que représente l'émergence de l'identité israélite, il faut d'abord saisir ce qui change fondamentalement dans l'organisation de ce peuple vers l'an 1000 avant notre ère. Imaginez, après des siècles d'organisation tribale, de leadership charismatique des juges, de démocratie théorique sous l'autorité divine, voilà que le peuple demande un roi. Donne-nous un roi pour nous gouverner comme toutes les nations, disent-ils au prophète Samuel. Cette demande royale n'est pas anodine aux yeux de Spinoza. Elle révèle une transformation profonde de la conscience collective. Le peuple hébreu, qui avait fait de l'absence de roi terrestre sa spécificité politique, accepte désormais de se normaliser, de ressembler à toutes les nations. Mais attention, Spinoza ne voit pas dans cette évolution une décadence ou une trahison des idéaux originels. Au contraire, il y voit une adaptation naturelle et nécessaire aux nouvelles réalités géopolitiques. Car, voyez-vous, les défis auxquels font face les tribus hébraïques vers l'an 1000 ne sont plus les mêmes qu'à l'époque de Moïse. Il ne s'agit plus de survivre dans le désert ou de conquérir une terre promise. Il s'agit maintenant de consolider un territoire, de résister à des empires puissants comme l'Égypte ou l'Assyrie, de développer le commerce et l'agriculture, de gérer des populations sédentaires de plus en plus nombreuses et complexes. L'organisation tribale, si efficace à l'époque nomade, montre ses limites face à ces nouveaux défis. Les juges charismatiques ne peuvent plus assurer la continuité institutionnelle nécessaire. Les décisions collectives deviennent trop lentes pour répondre aux urgences militaires. La coordination entre tribus dispersées sur un vaste territoire devient problématique. Bref, la théocratie originelle doit évoluer ou disparaître. C'est ici que Spinoza révèle toute sa modernité sociologique. Car au lieu de déplorer cette évolution comme une dégradation spirituelle, il l'analyse comme une adaptation rationnelle aux contraintes de l'environnement historique. Le passage à la monarchie n'est pas une trahison de l'identité hébraïque. C'est sa transformation nécessaire pour assurer sa survie dans de nouvelles circonstances. Mais alors, qu'est-ce qui caractérise spécifiquement cette nouvelle identité israélite? D'abord et avant tout, l'émergence d'une conscience nationale territoriale. Les Israélites ne sont plus simplement les descendants d'Abraham unis par une loi commune. Ils deviennent les habitants d'un royaume unifié, le royaume d'Israël. Cette territorialisation de l'identité va avoir des conséquences majeures sur tous les aspects de la vie collective. Prenez l'exemple de la religion. À l'époque hébraïque nomade, le culte était centré sur l'Arche d'Alliance, cet objet portable qui accompagnait les tribus dans leurs déplacements. Mais une fois le royaume établi, que fait Salomon? Il construit le temple de Jérusalem, ce monument fixe qui devient le centre unique et permanent de la vie religieuse israélite. Cette centralisation cultuelle n'est pas qu'une innovation architecturale, c'est une révolution politique. En concentrant le culte à Jérusalem, la monarchie israélite unifie symboliquement toutes les tribus autour d'un centre commun. Elle transforme la religion hébraïque décentralisée en religion d'État centralisée. Désormais, être israélite, c'est non seulement descendre d'Abraham et observer la loi mosaïque, c'est aussi reconnaître Jérusalem comme capitale religieuse et politique. Spinoza analyse avec une précision remarquable cette transformation de la conscience collective. Car voyez comme l'identité se complexifie. L'Israélite de l'époque de Salomon n'est plus seulement défini par sa généalogie,
comme l'hébreu nomade, mais aussi par sa citoyenneté. Il appartient à un territoire, à un État, à une organisation politique sophistiquée avec sa bureaucratie, son armée, sa diplomatie, ses alliances internationales. Cette étatisation de l'identité va permettre l'épanouissement d'une civilisation brillante. L'époque de Salomon voit naître une littérature hébraïque raffinée, une architecture monumentale, un art décoratif sophistiqué, un commerce international florissant. Les Israélites ne sont plus seulement les gardiens d'une loi ancienne. Ils deviennent les créateurs d'une culture originale qui rayonne sur tout le Proche-Orient. Mais cette réussite même va créer de nouvelles tensions. Car comment concilier l'universalisme moral de la tradition hébraïque avec les exigences particulières de la raison d'État? Comment maintenir la pureté de la loi mosaïque tout en négociant des alliances avec des peuples païens? Comment préserver l'égalité théorique de tous les membres du peuple élu tout en développant une société de classe avec ses riches et ses pauvres, ses nobles et ses roturiers? Ces contradictions internes du royaume israélite fascinent Spinoza. Il y voit les symptômes d'une tension fondamentale entre deux logiques identitaires, la logique religieuse hébraïque, qui tend vers l'universalisme moral et l'égalité théocratique, et la logique politique israélite, qui tend vers le particularisme national et la hiérarchisation sociale. Cette tension va d'ailleurs exploser avec le schisme qui divise le royaume unifié de Salomon en deux entités rivales, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Pour Spinoza, cette division révèle l'instabilité structurelle de la synthèse israélite. En voulant concilier l'héritage hébraïque et les exigences de l'État moderne, les Israélites ont créé un équilibre fragile qui ne pouvait durer. L'analyse spinozienne de cette période est prophétique, car elle annonce déjà la catastrophe qui va mettre fin à l'expérience politique israélite, la destruction des deux royaumes et l'exil des populations. En 722, le royaume d'Israël tombe sous les coups de l'Assyrie. En 587, le royaume de Juda succombe face à Babylone. Le temple de Jérusalem est détruit, l'élite déportée, la continuité étatique brisée. Cette catastrophe politique marque la fin de l'identité israélite proprement dite. Car être israélite, c'était fondamentalement être citoyen d'un royaume, habitant d'un territoire, fidèle d'un temple. Une fois ces structures détruites, l'identité israélite ne peut plus exister sous sa forme originelle. Elle doit se transformer ou disparaître. Mais voici où le génie de l'analyse spinozienne apparaît dans toute sa profondeur. Car au lieu de voir dans cette catastrophe la fin de l'aventure identitaire de ce peuple, il y voit le début d'une nouvelle transformation, plus radicale encore que les précédentes. L'exil babylonien ne va pas détruire l'identité collective des descendants d'Abraham. Il va la forcer à se réinventer sous une forme encore inédite, l'identité juive. Cette transformation de l'Israélite en juif va révéler une fois de plus cette capacité d'adaptation créative que Spinoza identifie comme le véritable secret de la continuité historique de ce peuple. Car les exilés de Babylone vont devoir apprendre à être un peuple sans État, une nation sans territoire, une communauté religieuse sans temple. Défi apparemment impossible, que pourtant ils vont relever avec un succès historique sans précédent. Juifs, la réinvention dans la diaspora. Imaginez un instant la situation dramatique des exilés de Babylone en 587 avant notre ère. Arrachés à leurs terres, privés de leur temple, séparés de leurs institutions, comment ces anciens Israélites vont-ils pouvoir maintenir leur identité collective? C'est ici que se révèle, selon Spinoza, la plus extraordinaire transformation identitaire de toute l'histoire humaine, la naissance du Juif moderne. Mais attention, cette naissance n'est pas spontanée. Elle va s'étaler sur plusieurs siècles et révéler des mécanismes sociologiques d'une complexité fascinante. Car voyez-vous, le défi que doivent relever les exilés est inédit dans l'histoire. Comment rester un peuple uni sans territoire commun? Comment maintenir une identité nationale sans structure politique? Comment préserver une religion sans son centre cultuel principal? La réponse va venir progressivement,
et elle va révolutionner la nature même de l'identité collective. Car les exilés vont inventer quelque chose de totalement nouveau, une identité portable, détachée du territoire et de l'État, centrée sur la loi écrite et la mémoire collective. Spinoza analyse ce processus avec la précision d'un sociologue moderne. Le premier mécanisme de cette transformation, c'est la sacralisation de l'écrit. Privés du temple où se déroulaient les sacrifices, les exilés vont développer un nouveau type de culte centré sur la lecture et l'interprétation des textes sacrés. La Torah ne va plus seulement être un livre de loi, elle va devenir le substitut portable du temple détruit. Cette révolution religieuse a des conséquences identitaires majeures. Car désormais, être juif, terme qui dérive de judéen, c'est-à-dire habitant du royaume de Juda, ne dépend plus de la naissance sur un territoire ou de l'appartenance à une structure politique. Être juif, c'est connaître et observer la loi écrite, participer à sa transmission et à son interprétation. L'identité devient intellectuelle et spirituelle plutôt que territoriale et politique. Mais cette transformation ne se limite pas au domaine religieux. Elle s'accompagne d'une révolution sociale tout aussi importante. Car privés des structures politiques traditionnelles, rois, prêtres du temple, administration territoriale, les Juifs de la diaspora vont développer de nouvelles formes d'auto-organisation communautaire. Juifs, la réinvention dans la diaspora. Imaginez un instant la situation dramatique des exilés de Babylone en 587 avant notre ère. Arrachés à leurs terres, privés de leur temple, séparés de leurs institutions, comment ces anciens Israélites vont-ils pouvoir maintenir leur identité collective? C'est ici que se révèle, selon Spinoza, la plus extraordinaire transformation identitaire de toute l'histoire humaine, la naissance du juif moderne. Mais attention, cette naissance n'est pas spontanée. Elle va s'étaler sur plusieurs siècles et révéler des mécanismes sociologiques d'une complexité fascinante. Car voyez-vous, le défi que doivent relever les exilés est inédit dans l'histoire. Comment rester un peuple uni sans territoire commun? Comment maintenir une identité nationale sans structure politique? Comment préserver une religion sans son centre cultuel principal? La réponse va venir progressivement et elle va révolutionner la nature même de l'identité collective. Car les exilés vont inventer quelque chose de totalement nouveau. Une identité portable, détachée du territoire et de l'État, centrée sur la loi écrite et la mémoire collective. Spinoza analyse ce processus avec la précision d'un sociologue moderne. Le premier mécanisme de cette transformation, c'est la sacralisation de l'écrit. Privés du temple où se déroulaient les sacrifices, les exilés vont développer un nouveau type de culte centré sur la lecture et l'interprétation des textes sacrés. La Torah ne va plus seulement être un livre de loi, elle va devenir le substitut portable du temple détruit. Cette révolution religieuse a des conséquences identitaires majeures. Car désormais, être juif, terme qui dérive de judéen, c'est-à-dire habitant du royaume de Juda, ne dépend plus de la naissance sur un territoire ou de l'appartenance à une structure politique. Être juif, c'est connaître et observer la loi écrite, participer à sa transmission et à son interprétation. L'identité devient intellectuelle et spirituelle, plutôt que territoriale et politique. Mais cette transformation ne se limite pas au domaine religieux. Elle s'accompagne d'une révolution sociale tout aussi importante. Car privés des structures politiques traditionnelles, rois, prêtres du temple, administration territoriale, les Juifs de la diaspora vont développer de nouvelles formes d'auto-organisation communautaire. Voyez comme c'est génial. À la place des anciens chefs politiques, émergeant de nouveaux leaders, les scribes et les sages, qui tirent leur autorité non plus de leur lignage ou de leur position officielle, mais de leur connaissance des textes sacrés. À la place des anciens tribunaux royaux, se développent des cours rabbiniques qui appliquent la loi mosaïque aux situations nouvelles de l'exil. À la place de l'ancien culte sacrificiel, naît une liturgie de la parole centrée sur la prière et l'étude. Cette institutionnalisation de l'identité juive diasporique fascine Spinoza, car elle révèle une capacité d'innovation institutionnelle remarquable.
Les Juifs exilés ne se contentent pas de préserver passivement leur héritage, ils le transforment activement pour l'adapter à leurs nouvelles circonstances. Ils inventent la synagogue, littéralement assemblée, institution révolutionnaire qui combine les fonctions de temple, d'école et de tribunal. Ils développent une nouvelle classe dirigeante, les rabbins, qui cumulent les rôles de prêtres, de juges et de professeurs. Mais surtout, ils créent quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire, une identité collective transnationale. Car voyez-vous, contrairement aux autres peuples antiques dont l'identité était liée à un territoire précis, les Juifs de la diaspora développent une identité qui transcende les frontières politiques. Un Juif de Babylone, un Juif d'Alexandrie, un Juif de Rome peuvent se reconnaître comme membres d'une même communauté malgré leurs différences linguistiques, culturelles et politiques. Cette transnationalisation de l'identité juive va avoir des conséquences historiques majeures. Elle va permettre la création de réseaux commerciaux, intellectuels et religieux qui s'étendent sur tout le bassin méditerranéen et au-delà. Elle va favoriser les échanges culturels et la diffusion des idées. Elle va créer une forme inédite de cosmopolitisme enraciné. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette analyse sociologique. Il va plus loin en identifiant les mécanismes psychologiques et sociaux qui permettent la perpétuation de cette identité diasporique. Car la question cruciale est bien celle-ci. Qu'est-ce qui empêche les communautés juives dispersées de se dissoudre progressivement dans les populations environnantes? La réponse de Spinoza est d'une modernité saisissante. Les Juifs se maintiennent comme peuple distinct, non pas malgré les persécutions qu'ils subissent, mais en partie à cause de ces persécutions. Car voyez comme c'est paradoxal. L'hostilité des autres peuples, qui devrait logiquement affaiblir l'identité juive, contribue en réalité à la renforcer. Comment cela fonctionne-t-il? Spinoza explique que les persécutions créent une dynamique dialectique de rejet et d'affirmation identitaire. Plus les sociétés environnantes rejettent les Juifs, plus ces derniers sont contraints de se replier sur leur communauté et de renforcer leurs particularismes identitaires. L'exclusion imposée de l'extérieur devient auto-exclusion assumée de l'intérieur. Cette analyse spinozienne est révolutionnaire pour son époque. Elle anticipe ce que la sociologie moderne appellera la prophétie autoréalisatrice. En traitant les Juifs comme un peuple à part, les autres nations contribuent effectivement à faire d'eux un peuple à part. En leur interdisant l'assimilation complète, elles les obligent à maintenir leurs différences. En les persécutant pour leur particularisme, elles renforcent ce particularisme même. Mais attention, Spinoza ne voit pas dans ce mécanisme une fatalité historique indépassable. Au contraire, il y voit la preuve que l'identité juive, comme toute identité collective, est le produit de circonstances historiques particulières qui peuvent évoluer. Si les conditions changent, l'identité peut se transformer. Et c'est là qu'apparaît l'une des intuitions les plus audacieuses de notre philosophe, car Spinoza va faire une prédiction étonnante pour son époque. Il écrit dans son traité théologico-politique « Si les fondements de leur religion n'efféminaient pas les esprits des Juifs, je croirais absolument qu'ils rétabliront un jour leur état, l'occasion s'en présentant, tant les choses humaines sont changeantes, et que Dieu les élira de nouveau. » Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? En 1670, soit près de 3 siècles avant la naissance du mouvement sioniste, Spinoza envisage la possibilité d'une restauration politique des Juifs. Mais attention, il ne s'agit pas chez lui d'une prophétie messianique traditionnelle. Il s'agit d'une analyse politique rationnelle basée sur sa compréhension des mécanismes identitaires. Pour Spinoza, si les Juifs ont pu maintenir leur identité collective pendant plus de 1000 ans d'exil, c'est la preuve qu'ils possèdent des ressources organisationnelles et culturelles exceptionnelles. Ces mêmes ressources pourraient, dans des circonstances favorables, leur permettre de reconstituer une structure politique autonome. Cette prédiction révèle la profondeur de l'analyse spinozienne sur la nature de l'identité juive. Car notre philosophe comprend que cette identité n'est pas figée dans sa forme diasporique.
Comme elle s'est transformée d'hébraïque en israélite, puis d'israélite en juive, elle pourrait bien se transformer à nouveau, si les circonstances historiques l'exigent. Mais revenons au mécanisme concret de perpétuation de l'identité juive dans la diaspora. Spinoza identifie plusieurs facteurs qui permettent cette extraordinaire continuité historique. D'abord, la centralité de l'éducation dans la culture juive. Contrairement aux autres peuples antiques où l'instruction était réservée à une élite restreinte, les Juifs développent très tôt l'obligation pour tout père de transmettre à ses fils la connaissance de la Torah. Cette démocratisation relative du savoir a des conséquences sociales majeures. Elle crée une culture de la discussion et de l'interprétation qui maintient vivante la tradition tout en permettant son adaptation aux circonstances nouvelles. Elle favorise l'émergence d'une classe intellectuelle nombreuse qui assure le leadership communautaire. Elle développe des habitudes mentales, goût de l'étude, respect de l'argument, habitude du débat contradictoire qui préparent les Juifs aux activités commerciales et intellectuelles. Ensuite, Spinoza souligne l'importance des rituels domestiques dans la préservation de l'identité. À la différence des cultes antiques centrés sur des temples publics, le judaïsme diasporique développe une religiosité familiale intense. Le sabbat hebdomadaire, les fêtes annuelles, les règles alimentaires, les prières quotidiennes transforment chaque foyer juif en microcosme de l'identité collective. Cette privatisation partielle du religieux a un avantage stratégique majeur. Elle rend l'identité juive moins vulnérable aux persécutions politiques. On peut détruire une synagogue, on ne peut pas empêcher une famille de respecter les règles alimentaires chez elle. On peut interdire les rassemblements publics, on ne peut pas empêcher l'étude domestique de la Torah. Troisième facteur crucial, l'endogamie. Les mariages à l'intérieur de la communauté juive ne sont pas seulement une prescription religieuse, ils constituent un mécanisme sociologique de préservation identitaire. En se mariant entre eux, les Juifs maintiennent l'homogénéité culturelle de leur communauté et assurent la transmission intergénérationnelle de leur particularisme. Cette endogamie crée ce que les sociologues modernes appelleraient un capital social ethnique. Les réseaux familiaux, commerciaux et intellectuels qui se tissent à l'intérieur des communautés juives leur donnent des avantages comparatifs dans certaines activités économiques et culturelles. Ils expliquent en partie la remarquable réussite des Juifs dans le commerce, la finance et plus tard dans les professions intellectuelles. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il montre que l'identité juive diasporique développe des caractéristiques psychologiques particulières qui favorisent sa perpétuation. L'expérience de la minorité persécutée développe des habitudes mentales spécifiques, prudence, adaptabilité, solidarité communautaire, valorisation de l'intelligence plutôt que de la force physique. Ces traits culturels, forgés par des siècles d'histoire difficiles, deviennent des atouts dans certains contextes historiques. Ils expliquent pourquoi les Juifs réussissent souvent mieux que d'autres groupes dans les activités qui demandent de la mobilité, de la flexibilité, des réseaux transnationaux. L'analyse spinozienne révèle donc que l'identité juive diasporique n'est pas un simple résidu de l'ancienne identité israélite. C'est une création historique originale, parfaitement adaptée aux conditions de l'exil et qui développe ses propres logiques de fonctionnement et de perpétuation. Mais cette analyse débouche sur une question cruciale. Cette identité diasporique est-elle destinée à durer éternellement ? Ou bien n'est-elle qu'une forme transitoire, appelée à se transformer à nouveau si les circonstances historiques changent? L'évolution continue de l'identité juive, à travers les siècles savants de révéler ce fameux fil caché qui unit toutes ces transformations, permettez-moi une petite pause. Si vous appréciez ce voyage fascinant à travers l'histoire et la philosophie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations intellectuelles. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous suivez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore découvrir notre communauté internationale de passionnés. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à toucher plus de personnes curieuses comme vous.
Mais revenons à notre fascinante enquête historique. Car voyez-vous, l'analyse de Spinoza ne s'arrête pas à l'Antiquité. Notre philosophe a vécu au cœur d'une transformation majeure de l'identité juive, celle qui se déroule dans l'Europe moderne du XVIIe siècle. Et cette transformation va confirmer de manière spectaculaire sa théorie sur la capacité d'adaptation permanente de cette identité collective. Imaginez l'Europe de 1650. Voilà plus de 1000 ans que les Juifs vivent en diaspora, développant cette identité particulière que nous avons analysée. Mais soudain, les conditions historiques changent radicalement. La Renaissance a remis en question les certitudes médiévales. La réforme protestante a brisé l'unité religieuse chrétienne. Les guerres de religion ont épuisé l'Europe. De nouvelles idées circulent. Tolérance religieuse, liberté de conscience, rationalisme scientifique. Dans ce contexte bouleversé, que deviennent les communautés juives? Vont-elles s'accrocher rigidement à leur forme traditionnelle d'organisation? Ou bien vont-elles, une fois de plus, faire preuve de cette capacité d'adaptation que Spinoza considère comme leur caractéristique fondamentale? La réponse va venir de manière spectaculaire, avec l'émergence de ce qu'on appellera plus tard la Haskalah, les Lumières juives. Dès le milieu du XVIIe siècle, des penseurs juifs commencent à s'interroger sur la possibilité de concilier fidélité à la tradition et ouverture à la modernité. Ils développent de nouvelles formes de judaïsme qui intègrent la philosophie rationnelle, les sciences modernes, parfois même la critique historique des textes sacrés. Spinoza lui-même est-il un précurseur de cette Haskalah? La question divise les historiens. Certains voient en lui le premier juif moderne, celui qui ose appliquer la raison critique à sa propre tradition tout en maintenant un lien profond avec elle. D'autres soulignent qu'il a été excommunié précisément pour avoir poussé cette critique au-delà de ce que sa communauté pouvait accepter. Mais peu importe la position personnelle de Spinoza. Ce qui compte, c'est que son analyse théorique de l'identité juive comme processus d'adaptation permanente va se vérifier de manière éclatante dans les siècles suivants. Car les 2 siècles qui suivent sa mort vont voir se multiplier les transformations de cette identité à un rythme accéléré. Prenez l'exemple de l'Allemagne du XVIIIe siècle. Là, des penseurs comme Moses Mendelssohn vont développer un judaïsme des Lumières qui maintient l'observance religieuse tout en embrassant la philosophie moderne. Ils traduisent à la Torah en allemand, encouragent l'étude des sciences profanes, prônent l'intégration civique des Juifs dans la société allemande. N'est-ce pas exactement ce processus d'adaptation créative que décrivait Spinoza? Mais cette transformation ne se limite pas au domaine intellectuel. Elle s'accompagne de mutations sociales profondes. Les ghettos médiévaux s'ouvrent progressivement. Les Juifs accèdent à de nouveaux métiers, fréquentent les universités, participent à la vie culturelle de leur pays de résidence. Certains se convertissent au christianisme pour faciliter leur ascension sociale. D'autres développent de nouvelles formes de judaïsme plus compatibles avec la modernité. Cette diversification des trajectoires individuelles pose une question fondamentale. Que devient l'identité collective dans un contexte de liberté de choix? Quand les Juifs ne sont plus contraints de vivre en communauté fermée, qu'est-ce qui les empêche de se dissoudre complètement dans les populations environnantes? La réponse va révéler une fois de plus la justesse de l'analyse spinozienne. Car même libérés des contraintes externes, beaucoup de Juifs choisissent de maintenir certaines formes de particularisme identitaire. Ils créent de nouvelles institutions, salons littéraires, sociétés savantes, œuvres philanthropiques spécifiquement juives. Ils développent de nouvelles formes de solidarité communautaire adaptées aux conditions modernes. Plus fascinant encore, ils inventent de nouvelles justifications intellectuelles de leurs différences. À l'ancien argument théologique, nous sommes le peuple élu de Dieu, se substituent des arguments historiques, culturels, parfois même raciaux. Certains développent une fierté nouvelle de l'apport juif à la civilisation universelle. D'autres théorisent une mission spirituelle du judaïsme dans le monde. Moderne, cette créativité intellectuelle et institutionnelle confirme la thèse spinozienne sur la nature, fondamentalement adaptative de l'identité juive.
Mais elle va être mise à l'épreuve de manière dramatique au XIXe siècle avec l'émergence des nationalismes européens. Car voyez-vous, les nationalismes modernes posent un défi inédit aux identités transnationales comme l'identité juive. Les nouveaux États-nations demandent à leurs citoyens une loyauté exclusive. Ils définissent l'appartenance nationale en termes ethniques, linguistiques, parfois religieux. Dans ce contexte, que devient l'identité juive traditionnellement cosmopolite? Les réponses vont être multiples et révéler une fois de plus l'extraordinaire plasticité de cette identité. Certains juifs choisissent l'assimilation complète, abandonnant tout particularisme pour devenir des Français de confession israélite ou des Allemands de foi mosaïque. D'autres développent des synthèses originales entre patriotisme national et fidélité juive. D'autres encore inventent un nouveau nationalisme, le sionisme. Cette émergence du sionisme au tournant du XXe siècle mérite une attention particulière, car elle représente une transformation de l'identité juive aussi radicale que le passage des Israélites aux Juifs il y a 2 millénaires. Les sionistes vont en effet proposer de transformer l'identité diasporique juive en identité nationale territoriale, de faire des Juifs un peuple comme les autres, avec sa terre, sa langue, ses institutions politiques. N'est-ce pas exactement ce que prédisait Spinoza en 1670? Si les fondements de leur religion n'efféminaient pas les esprits des Juifs, je croirais absolument qu'ils rétabliront un jour leur État. Le sionisme va précisément tenter de surmonter ce que Spinoza considérait comme l'obstacle principal à la restauration politique. La mentalité diasporique façonnée par des siècles d'exil. Comment les sionistes vont-ils s'y prendre? En créant ce qu'ils appellent l'homme nouveau juif, débarrassé des caractéristiques psychologiques de l'exil. À la place du juif traditionnellement intellectuel, commerçant, urbain, ils veulent forger un juif agriculteur, pionnier, soldat. À la place de l'hébreu liturgique, ils ressuscitent l'hébreu parlé. À la place des particularismes diasporiques, ils développent une culture nationale unifiée. Cette transformation sioniste va connaître un succès historique spectaculaire avec la création d'Israël en 1948. Mais attention, elle ne met pas fin à l'identité juive diasporique. Au contraire, elle crée une nouvelle dialectique entre deux pôles de l'identité juive contemporaine, le pôle israélien et le pôle diasporique. Cette coexistence de deux formes d'identité juive, l'une territoriale et étatique, l'autre transnationale et communautaire, confirme une fois de plus la justesse de l'analyse spinozienne. L'identité collective n'est pas une essence fixe, mais un processus dynamique qui peut se déployer simultanément sous plusieurs formes selon les circonstances historiques. Mais le XXe siècle va soumettre l'identité juive à l'épreuve la plus terrible de son histoire, la Shoah. Comment cette identité millénaire va-t-elle réagir face à la tentative d'extermination totale? Va-t-elle survivre à la destruction physique d'une grande partie de ses porteurs et à l'anéantissement de ses centres historiques les plus importants? Là encore, la capacité d'adaptation va se révéler. Face à l'horreur, les survivants vont développer de nouvelles formes de mémoire collective, de nouvelles institutions, de nouvelles justifications de leur persistance identitaire. La mémoire de la Shoah va devenir un élément constitutif de l'identité juive contemporaine, générant de nouvelles formes de solidarité, de nouveaux modes d'engagement avec le monde non juif. Mais plus extraordinaire encore, cette identité traumatisée va retrouver une vitalité créatrice remarquable. La renaissance culturelle juive de la seconde moitié du XXe siècle, en littérature, en philosophie, en art, en sciences, témoigne d'une énergie identitaire intacte malgré les destructions. Le fil caché révélé, la synthèse spinozienne ultime alors. Quel est donc ce fameux fil caché que Spinoza a identifié à travers toutes ces transformations historiques? Après avoir suivi l'évolution des Hébreux nomades aux Juifs contemporains en passant par les Israélites antiques, que pouvons-nous conclure sur la nature profonde de cette continuité identitaire exceptionnelle?
La réponse de Spinoza est d'une simplicité géniale et d'une profondeur révolutionnaire. Le fil caché, ce n'est pas une essence immuable qui traverserait l'histoire sans changer. Ce n'est pas une substance métaphysique qui existerait au-delà des vicissitudes temporelles. Ce n'est même pas un ensemble de pratiques ou de croyances qui se transmettraient identiquement de génération en génération. Non, le fil caché, c'est la capacité d'adaptation créative elle-même. C'est cette extraordinaire faculté de transformation qui permet à une identité collective de survivre aux bouleversements historiques les plus radicaux en se réinventant, constamment sans jamais perdre le sentiment de sa continuité. Mais comment cette capacité fonctionne-t-elle concrètement? Spinoza identifie plusieurs mécanismes psychologiques et sociologiques qui l'expliquent. D'abord, ce qu'il appelle le conatus collectif, c'est-à-dire l'effort de persévérance dans l'être qui caractérise tout individu et toute communauté. Les groupes humains, comme les individus, luttent spontanément pour maintenir leur existence et développer leur potentialité. Mais attention, cette lutte pour la persévérance ne signifie pas immobilisme. Au contraire, elle exige une adaptation permanente aux conditions changeantes de l'environnement. Un groupe qui refuserait toute transformation face à des défis nouveaux se condamnerait à disparaître. La vraie fidélité à soi-même, c'est paradoxalement la capacité de se transformer. Cette dialectique entre continuité et changement explique toute l'histoire que nous avons retracée. Les Hébreux nomades se transforment en Israélites sédentaires, non pas par trahison de leur identité originelle, mais pour mieux la préserver dans de nouvelles circonstances. Les Israélites exilés se muent en Juifs diasporiques, non pas par renoncement à leur héritage politique, mais pour le maintenir vivant sous une forme adaptée à l'exil. Deuxième mécanisme crucial, ce que Spinoza appelle la mémoire créative. Les communautés humaines ne transmettent jamais passivement leur passé. Elles le réinterprètent constamment pour lui donner sens dans le présent. Cette réinterprétation n'est pas falsification, c'est actualisation créative. Voyez comme ce mécanisme fonctionne dans l'histoire juive. Les rabbins de l'époque talmudique ne se contentent pas de répéter les lois mosaïques. Ils les interprètent, les adaptent, les complètent pour répondre aux situations nouvelles de l'exil. Ils ne trahissent pas Moïse, ils le prolongent créativement. De même, les penseurs de la Haskalah ne rejettent pas la tradition. Ils la retraduisent dans le langage de la modernité. Les sionistes ne renient pas l'héritage diasporique. Ils le transforment en projet national. À chaque époque, la mémoire collective se restructure pour donner naissance à de nouvelles formes d'identité. Troisième mécanisme, la dialectique de l'altérité. Pour Spinoza, une identité collective ne se définit jamais seulement par rapport à elle-même, mais toujours en relation avec les autres identités qui l'entourent. Cette relation peut être conflictuelle ou harmonieuse, mais elle est toujours constitutive. Dans le cas juif, cette dialectique est particulièrement visible. L'identité juive se forge en permanence dans le rapport aux autres peuples. Opposition aux Cananéens pour les Hébreux, rivalité avec les empires pour les Israélites, coexistence difficile avec les nations chrétiennes et musulmanes pour les Juifs diasporiques. Mais cette relation à l'altérité n'est pas seulement externe, elle est aussi interne. Chaque transformation de l'identité juive intègre des éléments venus d'ailleurs. Les Hébreux empruntent aux cultures mésopotamiennes, les Israélites à la civilisation cananéenne, les Juifs aux cultures grecques, arabes, européennes. Cette capacité d'intégration créative de l'altérité explique la richesse et la vitalité de l'identité juive à travers l'histoire. Loin d'être une identité fermée sur elle-même, c'est une identité ouverte qui se nourrit constamment de ses échanges avec l'extérieur. Quatrième mécanisme, ce que nous pourrions appeler la pluralisation interne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'identité juive n'a jamais été monolithique. Elle s'est toujours déployée sous plusieurs formes simultanées, correspondant à des situations géographiques, sociales ou intellectuelles différentes. Cette pluralité interne est un facteur de survie. Quand une forme d'identité juive est menacée dans un contexte donné, d'autres formes continuent d'exister ailleurs.
Quand les Juifs d'Espagne sont expulsés, ceux d'Europe orientale préservent la continuité. Quand les communautés européennes sont détruites, celles d'Amérique et du Proche-Orient maintiennent la transmission. Mais cette pluralisation ne signifie pas éclatement. Car malgré leurs différences, toutes ces formes maintiennent le sentiment d'appartenir à une même histoire, à une même destinée collective. C'est là le miracle de l'identité juive, être multiple sans cesser d'être une. Cinquième et dernier mécanisme, la temporalité complexe. L'identité juive entretient un rapport particulier au temps qui explique sa capacité de survie historique. Elle ne vit pas seulement dans le présent immédiat, mais maintient vivant le passé et l'avenir. Le passé n'est pas un poids mort, mais une ressource toujours disponible pour penser le présent. Les fêtes juives réactualisent constamment les événements fondateurs. La sortie d'Égypte, le don de la Torah, la destruction du Temple. Ces commémorations ne sont pas de simples souvenirs. Ce sont des expériences présentes qui nourrissent l'identité collective. L'avenir n'est pas non plus un horizon lointain, mais une dimension active du présent. L'espérance messianique, sous ses formes religieuses ou laïques, maintient l'identité juive dans une dynamique de projet, de dépassement de la situation présente. Cette temporalité complexe explique pourquoi l'identité juive résiste si bien aux destructions ponctuelles. Même quand le présent est tragique, le passé fournit des ressources de résistance et l'avenir maintient l'espoir de renaissance. Mais alors, cette analyse spinozienne de l'identité juive a-t-elle une portée plus générale? Peut-elle nous aider à comprendre d'autres identités collectives, d'autres processus de transformation historique? La réponse est évidemment positive, car les mécanismes que Spinoza identifie dans le cas juif, adaptation créative, mémoire réinterprétative, dialectique de l'altérité, pluralisation interne, temporalité complexe, se retrouvent dans toutes les identités collectives durables. Prenez l'identité française. Elle aussi s'est transformée radicalement à travers l'histoire, de la Gaule romaine à la France médiévale, de la monarchie absolue à la République, de l'empire colonial à la nation européenne. Mais elle maintient le sentiment d'une continuité essentielle à travers ses métamorphoses. Prenez l'identité chinoise. Elle a survécu à des bouleversements considérables, invasion barbare, révolution dynastique, colonisation partielle, révolution communiste, modernisation capitaliste. Pourtant, elle conserve une conscience de soi millénaire qui transcende ces ruptures apparentes. L'analyse spinozienne nous révèle donc une vérité profonde sur la nature des identités collectives en général. Elles ne sont pas des essences figées, mais des processus dynamiques. Elles ne survivent pas malgré les transformations historiques, mais grâce à leur capacité de transformation. Cette découverte a des implications importantes pour notre époque de mondialisation et de métissage culturel. Elle nous apprend que la préservation des identités particulières ne passe pas par leur fossilisation, mais par leur créativité adaptative. Elle nous montre que l'universalisme et le particularisme ne sont pas nécessairement contradictoires, mais peuvent se nourrir mutuellement. Conclusion finale. La leçon éternelle de Spinoza nous. Voici arrivés au terme de notre extraordinaire voyage à travers l'histoire et la philosophie. Que retenir de cette révélation spinozienne sur le fil caché qui unit Hébreux, Israélites et Juifs à travers plus de 3 millénaires? D'abord, une leçon d'humilité. Les identités que nous croyons éternelles et immuables sont en réalité des constructions historiques en perpétuelle transformation. Ce qui nous semble naturel et évident aujourd'hui était impensable hier et sera peut-être dépassé demain. L'identité n'est pas un donné, mais un projet toujours recommencé. Ensuite, une leçon d'espoir. Si les identités peuvent se transformer, alors les conflits identitaires ne sont pas des fatalités. Les oppositions qui nous semblent insurmontables aujourd'hui peuvent trouver demain des synthèses créatives que nous n'imaginons même pas. L'histoire nous montre que l'imagination humaine est plus forte que tous les déterminismes, puis une leçon de sagesse. La véritable fidélité à nos traditions ne consiste pas à les répéter mécaniquement, mais à les réinventer créativement pour qu'elles continuent de donner sens à notre existence.
Trahir l'esprit pour préserver la lettre, c'est condamner nos héritages à la mort. Les préserver vivants, c'est accepter qu'ils se transforment. Enfin, une leçon d'ouverture. Aucune identité ne vit en vase clos. Toutes se nourrissent de leurs échanges avec les autres, de leurs emprunts, de leur métissage. La pureté identitaire est un mythe dangereux. La richesse identitaire naît de la diversité et du dialogue. Mais au-delà de ces leçons générales, l'analyse spinozienne nous offre quelque chose de plus précieux encore. Une méthode pour penser notre époque troublée. Car nous vivons aujourd'hui une période de transformations identitaires accélérées. Les anciennes certitudes s'effritent, de nouvelles formes d'appartenance émergent, les frontières traditionnelles se brouillent. Comment naviguer dans ce monde en mutation? En appliquant la méthode spinozienne, au lieu de nous cramponner à des identités figées qui ne correspondent plus aux réalités de notre temps, osons inventer de nouvelles synthèses créatives. Au lieu de voir dans le changement une menace, voyons-y une opportunité de renaissance. L'exemple de l'identité juive nous montre que c'est possible. Si cette identité a pu survivre à la destruction de 2 temples, à l'exil de 2 millénaires, aux persécutions de tous les siècles, aux tentatives d'extermination du XXe siècle, c'est parce qu'elle a su constamment se réinventer sans jamais perdre son âme. Cette capacité de renaissance créative n'est pas le privilège d'une seule tradition. Elle est la marque de toute identité vivante, de toute culture dynamique, de toute civilisation qui veut durer. Elle est aussi notre espoir face aux défis de la mondialisation, du multiculturalisme, de la révolution numérique. Car voyez-vous, le vrai message de Spinoza n'est pas que les identités sont condamnées à disparaître dans un monde uniforme. C'est qu'elles peuvent se transformer pour mieux s'enrichir mutuellement. Le cosmopolitisme spinozien n'efface pas les particularismes. Il les sublime dans une synthèse supérieure, où chaque tradition apporte sa richesse spécifique à l'humanité commune. Cette vision réconcilie enfin ce qui semble inconciliable, l'attachement aux racines et l'ouverture au monde, la fidélité au passé et l'invention de l'avenir, l'amour de son peuple et l'amour de l'humanité. Elle nous apprend que nous n'avons pas à choisir entre nos identités particulières et notre citoyenneté universelle, mais que nous pouvons les vivre ensemble dans une tension créative. Alors, que vous soyez héritier d'une tradition millénaire ou citoyen du monde moderne, que vous cherchiez vos racines ou invenciez votre avenir, souvenez-vous de la leçon de Spinoza. L'identité n'est pas une prison, mais une liberté, pas un héritage subi, mais un projet assumé, pas une essence figée, mais un devenir ouvert. Le fil caché qui unit toutes nos identités, c'est cette capacité humaine extraordinaire de se transformer tout en restant soi-même, de s'ouvrir à l'autre tout en préservant sa singularité, de s'inscrire dans l'universel tout en gardant son particulier. Cette capacité, nous l'avons tous. Il suffit d'oser l'utiliser. Et vous, qu'allez-vous faire de cette révélation? Comment allez-vous appliquer la méthode spinozienne à votre propre identité, à votre propre époque, à votre propre histoire? L'avenir des identités humaines dépend de votre réponse à cette question. Merci d'avoir suivi ce voyage extraordinaire à travers les méandres de l'histoire et les profondeurs de la philosophie. Si cette exploration vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec d'autres esprits curieux. Car comme le savait déjà Spinoza, les idées vraies ont cette particularité merveilleuse. Plus on les partage, plus elles se multiplient et s'enrichissent. L'aventure de la pensée continue. Rendez-vous pour de nouvelles découvertes qui bouleverseront une fois encore votre vision du monde.